Sherlock, Sherlock Holmes, encore et toujours Sherlock Holmes. Il est vrai que lorsqu'un écrivain, un romancier, un auteur, un acteur, un réalisateur ou que sais-je encore, mais dans ce cas précis, écrivain, donne vie à l'un des personnages de littérature les plus appréciés, réputés et connus au monde, cela peut quelque peu commencer à agacer son créateur. Car peu importe ce qu'il fera par la suite, ses admirateurs ne vont lui parler que de ce qu'ils considèrent être sa meilleure œuvre ou personnage, en dépit de tous ses efforts pour s'en émanciper. Pas à renier, mais très souvent ces auteurs ont envie de tourner la page afin de se consacrer sur d'autres projets tout en espérant emmener avec eux leur communauté, afin qu'ils puissent découvrir d'autres talents cachés de leurs idoles. Le professeur James Moriarty en est l'exemple parfait. Cet homme n'était pas censé devenir aussi connu ou même apprécié suivant les versions qu'il l'est de nos jours. Il a été, et il est encore trop de nos jours, représenté comme étant le plus grand rival du célèbre détective privé consultant Sherlock Holmes, alors qu'il n'en est rien. Des mains de son auteur, Sir Arthur Conan Doyle, son personnage principal n'est apparu que dans ce que l'on appelle de nos jours le canon holmésien. Un ensemble qui se compose de 4 romans et 56 nouvelles, qui nous narrent les aventures de ce détective. Et parmi cet ensemble se trouve, du moins en fonction de l'ordre de publication, la 26e nouvelle. Cette nouvelle a pour titre « Le dernier problème », problème qui aura pour nom James Moriarty. Il a été créé presque sur un coup de tête par son auteur dans un seul but, abattre Sherlock Holmes. En effet, sa mort lui aurait enfin permis de pouvoir mettre un point final à cette histoire, mais aussi pouvoir tourner la page de cette période de sa vie afin de se livrer à d'autres choses dans sa carrière. Il voulait avancer. Sherlock est un personnage qui lui a littéralement sauvé la vie. Il lui a permis de se faire un nom dans le monde de la littérature, il a pu rembourser ses dettes, et tout ce qu'il écrivait passionnait ses fans lecteurs qui n'ont cessé de croire en l'auteur. Seulement, en 1893, quand paraît Le Dernier Problème, c'est avec une profonde tristesse et haine que le monde assiste aux derniers instants du détective privé Sherlock Holmes. D'un simple coup de plume, Moriarty prend vie, affronte Sherlock en Suisse dans un duel au sommet des chutes de Reichenbach, ce qui conduira les deux hommes à leur perte. Cette fin était pour Sir Arthur la meilleure façon de passer à autre chose. Et c'est précisément ici que commence le culte du faux ennemi juré de Sherlock Holmes. Tout simplement car il est le seul à avoir réussi à le tuer. Seulement, à peine 10 ans plus tard, principalement dû à la colère d'énormément de fans et également pour pouvoir faire face à de nouveaux problèmes d'argent, il décide, toujours sous sa plume, mais cette fois-ci plus par contrainte que par passion, de faire revenir à la vie le détective au sein d'une toute nouvelle histoire parue en 1901, nommée « Les chiens des Baskerville ». Tout comme pour Moriarty, qui a été créé en seulement quelques minutes et qui n'apparaît qu'à 2 reprises sous la plume de son auteur, Sir Arthur invente comme raison de cette survie une simulation de sa propre mort afin d'échapper aux complices de son faux ennemi juré. Et c'est ainsi que renaîtra Sherlock Holmes dans la nouvelle numéro 27, qui reviendra un peu plus tard dans la 28e, qui poursuivra sa route dans la 29e, qui reviendra également dans la 47e, tout ça jusqu'en 1927, dans l'aventure nommée Shoscombe Place, qui marque la dernière apparition de Sherlock des mains de son créateur. Sir Arthur succombera le 7 juillet 1930 à l'âge de 71 ans, et ce qu'il laisse derrière lui, comme héritage au monde, fait encore à ce jour partie des œuvres les plus adaptées à l'écran. Ce qui lui a permis autrefois de se faire un nom dans ce milieu, mais aussi de s'en sortir financièrement, sera repris à de multiples reprises pour diverses adaptations et sur tout type de format. L'auteur n'est plus certes, mais son imagination va en inspirer plus d'un qui vont eux aussi tenter de se faire un nom dans ce pauvre monde,
en nous proposant leur propre version de Sherlock ainsi que leur version de Moriarty. Notre ami ici présent a, par le passé, déjà retracé avec vous chaque apparition du détective depuis sa création jusqu'en 2020. Il est maintenant temps pour moi d'apporter une toute petite mise à jour à tout cela, afin d'étudier le mythe de ce faux ennemi juré. I want to break free. I want to break free. Intéressant. La toute première apparition notable de Moriarty date de 1916 au sein du film muet et en noir et blanc Sherlock Holmes, dans lequel il est incarné par l'acteur français Ernest Maupin, basé sur l'inspiration d'une pièce de théâtre centrée sur le détective, écrite quelques années auparavant par William Gillette, qui jouera également le rôle de Sherlock dans cette version. Et exactement comme je l'ai décrit avant, il sera quasi instantanément considéré comme étant le grand rival de Sherlock, ce qui va en quelque sorte donner le la à toutes les prochaines adaptations. Bien sûr qu'il n'est pas gentil, et que cet homme est foncièrement mauvais, mais il ne faut pas oublier qu'il n'a pas été son premier rival. Il a été créé dans un seul but, et comme cet acte en a traumatisé et rendu furieux plus d'un, Sir Arthur a en quelque sorte, évidemment sans le vouloir, créé l'antagoniste principal de son personnage, vu qu'il a été le seul et unique à avoir réussi là où tant d'autres ont échoué. Sauf qu'il n'est qu'un énième ennemi de plus dans ce récit. Et suivant certaines versions, les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Ce qui nous sera montré la même année au sein de Valley of Fear où Moriarty, désormais incarné par Bruce Conway, dirige dans l'ombre une organisation criminelle. Cette organisation présente dans ce film est en réalité une adaptation présente dans plusieurs nouvelles, dont la plupart détailleront un peu plus leur agissement et revendications, car même si Moriarty sera considéré comme mort, cette dernière continuera à faire de gros ravages. Des années puis des décennies vont s'écouler, Sherlock reviendra très régulièrement aux côtés de Watson au sein de nouvelles adaptations pour le cinéma ou alors pour la télévision mais aussi pour les besoins d'une chronique radio, et enfin, les films vont passer de noir et blanc muet à simplement muet, et enfin en couleur avec son. Plusieurs nouveaux auteurs vont également donner de leur temps pour nous narrer d'autres aventures du détective, sans connaître autant de succès que Sir Arthur. Ces œuvres méritent d'exister, mais ne seront pas souvent utilisées lors d'adaptations cinématographiques. Car sinon on peut s'attendre à voir débarquer à l'écran un dragon, une pieuvre géante et un dinosaure en 3D. Ce film existe. Bien que ce dernier soit un peu passé inaperçu jusque dans les années 80, quelques acteurs vont endosser le rôle de Moriarty avec encore une fois plus ou moins de succès, mais le problème en l'occurrence vient du personnage lui-même. À force de vouloir à tout prix incruster Moriarty sans savoir quoi en faire, cela nous donne juste des produits qui exploitent l'œuvre plutôt que de réellement la servir. Si la seule menace de l'histoire se trouve être un genre de Dr Mad comme dans Gadget, dont on ne voit pas le visage et qui n'a que 3 lignes de texte, pourquoi ne pas faire ça avec un illustre inconnu plutôt que de siphonner encore et toujours ce même personnage? Car à force de le représenter comme ça, le public va finalement se rendre compte qu'il ne sert à rien. Et d'un côté, je leur donne raison de penser ça. Mais le souci, c'est qu'il est considéré comme étant le plus grand rival de Sherlock malgré lui. Et j'ai l'impression que les gens ont un peu tendance à oublier qu'il n'est pas son seul ennemi. Mais on dirait qu'à leurs yeux, il faut forcément mettre Moriarty partout car c'est sa seule némésis, alors que non. Et l'une de ses meilleures versions se trouve être l'une des rares où il n'est pas physiquement présent. Au sens de, il n'est pas humain. Courez, courez, Holmes et Watson, ne laissez pas filer le bandit. L'une des meilleures représentations de Moriarty qui existe se trouve dans la version animée de cet univers. Tout simplement nommé Sherlock Holmes, nous y découvrons un Moriarty anthropomorphe qui veut faire le mal dans absolument tous les épisodes. Et c'est justement pour ça que c'est une bonne version. Transformer ce légendaire faux grand rival en tant que simple menace rigolote pour les enfants est finalement à l'image de Moriarty lui-même. Apparaître un peu partout, pas très longtemps sans réel développement, tout ça pour faire le mal, cela représente plutôt bien les 70 dernières années du personnage. Courez, courez, Holmes et Watson. J'en profite et je vous laisse en profiter parce que cette musique est absolument sublime. Cherchez, cherchez, loupe à la main, les méfaits de ce gros requin, et vos soucis seront... En avançant un peu dans les années, tout en excluant certains caméos qui sont par définition pas très utiles, tout en évitant de réaborder ce que notre ami ici présent a déjà retracé au sein de son thème centré sur l'excellent Sherlock Holmes,
il est maintenant grand temps d'aborder tout ce qui est sorti depuis. Vous vous êtes quitté à l'époque avec le tout premier volet d'Enola Holmes, eh bien sachez qu'une suite a entre-temps vu le jour, qui se nomme tout simplement Enola Holmes 2, qui est toujours au même niveau que le premier, c'est-à-dire excellemment moyen, mais dans l'une des scènes post-crédit, nous avons pu découvrir un tout nouveau personnage qui sera probablement central dans le troisième volet de cette histoire. Mira Troy, dont le nom est un mélange des lettres de Moriarty. Ce sera donc de nouveau une version féminine de ce personnage qui nous sera proposée, tout comme celle dans Elementary avec Natalie Dormer, série dont Lucy Liu a été choisie pour interpréter Watson, mais cette fois-ci ce sera à la sauce Netflix. Vous savez pertinemment ce que cela veut dire. Moi je m'en moque, tant qu'elle a quelque chose à dire et à faire dans l'histoire, mais comme ce genre de changement ne sert à rien dans 90% des cas des productions de ce service, mais plus uniquement eux manifestement, à part faire hurler les bas quotients intellectuels, j'espère sincèrement que Sharon Duncan Brewster n'a pas uniquement été choisie pour ce qu'elle est et ce qu'elle représente, tout ça pour que Netflix se fasse encore une fois bien voir, en dépit d'une bonne histoire. Mais enfin, voyons, cela ne leur ressemble pas. Encore une fois, je n'ai rien contre le principe. D'ailleurs, nous avons également eu droit à 2 femmes dans les rôles de Sherlock et Watson pour la version japonaise dans Miss Sherlock. Et c'était une très bonne mini-série, parce que justement, ces changements étaient justifiés dans l'histoire. Il ne nous reste donc plus qu'à attendre patiemment Enola 3 pour savoir si cette toute nouvelle version de Moriarty sera à la fois convaincante ou même intéressante. Histoire de poursuivre un peu sur ce sujet, un miracle suivi d'un drame ont tous deux frappé la France dans les années 2020. J'ai volontairement mis de côté certaines œuvres afin de pouvoir aborder ces sujets-là précisément, mais nous y reviendrons en temps et en heure. Le miracle qui nous a touchés a pris forme en tant que série télé créée par TF1 et diffusée sur la même chaîne à partir de 2021, et le drame qui nous a également frappé a pris forme en tant que série télé créée par TF1 et diffusée à partir de 2024. Et quand on y pense, c'est quand même dingue de se dire que le personnage de Morgan Alvaro, brillamment interprété par l'excellente Audrey Fleurot, ressemble plus à une nouvelle version de Sherlock Holmes, tout comme la version Cumberbatch l'a été dans l'incroyable série de 2010, mais qui, pour le coup, n'est absolument pas du tout lié à cet univers, plutôt que Mademoiselle Holmes, qui est donc, rien que par ce nom, complètement lié à Sherlock et même à Moriarty qui est mentionné, alors que les deux séries n'ont strictement rien à voir ensemble et ne sont absolument pas au même niveau. HPI met en avant la rapidité de traitement des informations reçues par Morgan, qui va par la suite se faire engager en tant que consultante afin de mettre son talent au service de la police. Alors attention, talent est en réalité un bien grand mot, car cela reste tout de même une sorte de trouble qui peut faire que la personne concernée soit profondément hypersensible, qui va commencer à réfléchir dans tous les sens, qui peut même paraître délirante due à sa capacité à faire le lien entre plusieurs choses qui, pour tous les autres, n'ont fondamentalement rien à voir, mais qui, dans cette série, vont faire d'elle un élément clé au sein de leurs enquêtes. Mademoiselle Holmes est une jeune femme qui a du flair, littéralement. C'est là. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas qui est responsable de ça, mais transformer un personnage dont l'héritage est lourd à porter en tant que chien renifleur de la douane est assez étrange. Contrairement à HPI, où il n'y a pas de Watson, qui en réalité pourrait être l'équipe de policiers au grand complet qui vont permettre à Morgan de résoudre l'enquête, un peu comme dans Dr House avec sa propre équipe, Mademoiselle Holmes sera accompagnée d'un Watson qui vont tous deux s'embrasser dès le premier épisode. Parce qu'après tout, quand une femme et un homme sont dans la même pièce, il faut obligatoirement qu'ils tombent amoureux. Qu'on s'attache subitement à un illustre inconnu, je veux bien, mais de là à empoisonner les téléspectateurs avec ce genre de narration aussi puéril que ça, me ferait presque regretter l'excellent film Holmes et Watson, tiens. Je suis pourvu d'une verge exceptionnelle. Vas-y, montre-lui. Voilà. Ne détournez pas le regard. Reluis qui est là. Bien. D'accord. J'ai le pénis d'un bébé. La seule et unique bonne idée de cette nouvelle version sont les partitions au violon. Vers la fin de chaque épisode, Charlie Holmes, tel est son nom, va se remémorer chaque indice découvert, chaque piste éventuelle, et au fur et à mesure qu'elle jouera, chaque indice, chaque piste, deviendra en quelque sorte une note de musique qui prendra place au sein d'une partition complète. Partition qu'elle jouera au violon. En faisant cela, elle remet chaque élément à sa place de manière chronologique, jusqu'au dénouement final, telle une partition parfaitement bien arrangée. Et sur un point bien précis, le trouble de Morgan pourrait être comparé à celui de Monk, qui affirme lui-même que sa capacité à résoudre les enquêtes est à la fois un don mais aussi une malédiction. Malédiction parfaitement bien représentée par leurs vies respectives complètement chaotiques.
Chaotique pour différentes raisons, mais chaotique quand même. Mademoiselle Holmes et HPI sont toutes deux des productions de TF1, mais hormis les noms mentionnés dans Holmes, Morgan ressemble plus à la version chaotiquement ordonnée de Robert Downey Jr. ou encore de Cumberbatch. Ce qui est vraiment fou quand on voit le lore potentiellement exploitable du côté de Charlie, c'est qu'ils n'en font rien. Ce n'est qu'une banale série policière qui repose en grande partie sur le nom de Holmes pour tenter d'attirer le plus de personnes possible, tout ça pour nous produire un feuilleton à peine potable et insupportablement assommant. En réalité, HPI aurait très bien pu subir le même traitement, vu que le personnage lui-même est absolument chaotique, Morgan peut en énerver plus d'un dû à son comportement, la série aurait très bien pu se faire détruire rien que parce qu'elle tourne beaucoup sur les sujets qui ne font pas énormément rêver, comme des problèmes d'argent, problèmes d'enfance, problèmes de parents, problèmes de loyer, problèmes de voiture, j'en passe et des meilleurs, et il y a même une romance suggérée dès le début de la série, tout comme dans Holmes. Sauf que là, ça fonctionne, et ça fonctionne même plutôt très bien. Et peut-être même trop bien. Vu que, comme à leur habitude, plutôt que de simplement engager des comédiens de doublage pour traduire la série dans leur langue afin de la diffuser directement chez eux, les Amerlocs américains des États-Unis d'Amérique ont décidé d'acheter les droits de la série afin de la remaker à leur sauce pour un résultat nettement en dessous de la version française. C'est d'ailleurs la raison d'être d'Elementary, qui est une série américaine dont sa création a été faite quelques mois après le lancement de Sherlock, qui est une série britannique. Mais encore une fois, Sherlock Holmes et Moriarty dans tout ça. Eh bien, il sera à l'honneur du manga nommé The Patriot, publié à partir de 2016, et qui aura même droit à sa propre adaptation en tant que série animée à partir de 2020. L'histoire se déroule en Angleterre au 19e siècle, et nous y découvrons un jeune William James Moriarty qui a très envie de renverser la position assez confortable des riches, afin de permettre aux plus pauvres de ce bas monde de pouvoir enfin vivre plutôt que de survivre. Malgré le fait qu'il réclame la simple égalité pour tous, il trouvera sur sa route le célèbre détective pour le stopper dans sa lancée. Le scénario est très bon, mais cela ressemble un peu à Mr. Robot en version animée basée sur les personnages de Sir Arthur. Mais en même temps, c'est bien l'une des rares fois où Moriarty a des motivations plus justes et même plus nobles, plutôt que d'être un banal génie du crime. Et en 2024, ce personnage sera au sein d'une toute nouvelle série animée nommée Perfect Crime, dont l'intrigue reprend directement la fin de la 26e nouvelle écrite par Sir Arthur en personne, à savoir Le Dernier Problème, avec la chute des deux hommes en Suisse, pour ensuite se mélanger au quotidien d'une jeune fille harcelée dans son école magique, qui va par la suite tenter de mettre fin à ses jours. L'esprit de James Moriarty va désormais cohabiter aux côtés de Sully Moriarty, et il va lui inculquer la formule d'un crime parfait, afin qu'elle puisse se venger de ses harceleuses, en particulier de la grosse truie nommée Paul O'Grey Waycochon. C'est du n'importe quoi qui pousse tellement haut tous les curseurs en matière de stupidité, de narration et de situation, que cela en devient génial. Ces versions animées, toutes plus intéressantes et originales les unes que les autres, me rappellent également les quelques mangas animés centrés sur Sherlock, notamment la version un peu loser de ce personnage au sein de Kabukicho, mais aussi la version android futuriste dans les mangas Moi Sherlock. Visiblement, à chaque fois que le Japon s'approche des écrits de Sir Arthur, cela nous donne quelque chose d'assez intéressant et même assez original. Du moins, toujours plus intéressant et original que la série Irregulars, qui a été créée en catastrophe par Netflix quelques semaines après le succès du premier volet d'Enola, histoire de pouvoir bien capitaliser sur le nom de Holmes. Cette série prend le point de vue des irréguliers de Baker Street, qui sont un groupe d'enfants des rues qui travaillent avec et pour Sherlock et Watson, sauf que celle-ci adopte un aspect surnaturel. En animé ou en manga, cela peut passer, mais une fois la barrière du live franchie, on tombe directement dans le ridicule et l'ultra kitsch, à tel point qu'elle a rapidement été annulée, malgré quelques micro-bonnes idées, mais tous les épisodes sont beaucoup trop longs pour rien, et surtout, ce n'est pas du tout intéressant. Notre ami ici présent a mentionné, il y a longtemps, le Dr House comme étant la vraie version de ce à quoi aurait dû ressembler Sherlock Holmes. Sir Arthur s'est inspiré de son professeur de médecine, Joseph Bell, afin de créer son personnage. House est en quelque sorte une version plus cynique et froide de son professeur, mais sans Sherlock, il n'y a pas de House, et sans Joseph Bell, il n'y a pas de Sherlock. Gregory House est, du moins était en quelque sorte la version finale de ce qui a servi de modèle d'inspiration pour Sir Arthur, son professeur de médecine. Mais là où dans la série Dr House il n'y a absolument aucune mention de Moriarty, ce dernier refera surface au sein de la nouvelle série policière et médicale intitulée Watson. Watson sera donc pour l'une des rares fois le personnage central de l'histoire qui, suite à la mort de Sherlock aux côtés de Moriarty dans les chutes de Reichenbach, décide de reprendre son ancienne vie de médecin
et d'ouvrir un cabinet spécial pour soigner tout type de personnes étant atteintes d'une maladie ou symptômes très rares, voire inconnus. C'est complètement Dr House, mais cette fois-ci du point de vue de Watson plutôt que Sherlock, qui embrasse cependant complètement cet univers pour un résultat qui se veut assez fidèle à ce qui a servi de modèle de base pour Sir Arthur, mais qui est en réalité extrêmement brouillon. Reprendre l'intrigue de Sherlock et Watson contre Moriarty, le tout mélangé au sein d'une série médico-policière ou polico-médicale produite par CBS, qui espère également par ce choix atteindre le même succès que la série Elementary, également produite par CBS et qui d'ailleurs lui ressemble sur pas mal de points, fait que le résultat donne la migraine. House travaille un peu comme un enquêteur sur ces cas, mais Sherlock n'est absolument pas dans le domaine de la médecine. Or ici, il s'agit de Watson. Après une spécialisation en chirurgie, il entamera une carrière en tant que médecin militaire. Rapatrié en urgence suite à une blessure sur le terrain, il croisera plus tard la route de Sherlock et ensemble commenceront à enquêter sur tout type d'affaires, affaires qui seront par la suite mises sur papier par Watson. Il est donc intéressant et je dirais même logique d'avoir créé une série centrée sur lui vu son expérience dans le domaine de la médecine mais aussi en tant qu'ancien militaire et enquêteur, mais entre ça et tous les cas à gérer, plus le retour de Moriarty dans l'histoire qui sera incarné par Randall Park, cela fait beaucoup trop de choses à gérer en même temps. Pourquoi se reconvertir si au final il continue à mener l'enquête? Pourquoi, entre guillemets, perdre du temps avec des patients alors qu'il pourrait tout simplement rendre hommage à son ami en continuant la traque? Il y a trop de sujets différents et le tout ne se mélange pas comme il faut. Et même s'ils n'ont pas fait la même erreur qu'avec Elementary avec ses plus de 20 épisodes par saison pendant plus de 7 ans, cette dernière reste malgré tout plus lisible que Watson, même si en réalité il ne faudrait retenir qu'une petite quinzaine d'épisodes pour réellement comprendre l'intrigue, tout en esquivant les 139 épisodes inutiles. À ce jour, Watson se compose de 13 épisodes pour sa première saison, et une deuxième a d'ores et déjà été commandée. Celle-ci marquera le retour de Moriarty, encore et toujours considéré comme étant le plus grand ennemi juré de Sherlock Holmes, qui va donc devoir faire face à Watson. À moins que quelqu'un d'autre ait également survécu, tout comme à la fin de Jeu d'ombre, dont d'ailleurs le troisième film n'a toujours pas été tourné. Notre ami ici présent nous a annoncé il y a quelques années que plusieurs nouvelles choses allaient sortir au cours des prochains mois, voire les années à venir. La plupart d'entre elles sont déjà sorties, comme le deuxième volet d'Enola, aux côtés de nouvelles histoires mais aussi de nouveaux jeux vidéo, ce qui a également permis à d'autres personnes de s'en inspirer afin de continuer à exploiter au maximum l'univers de Sir Arthur, afin de nous proposer diverses choses avec plus ou moins de succès à la fin, le tout accompagné par plusieurs nouvelles tentatives dans différents domaines avec encore une fois plus ou moins de succès à la fin. Au-delà d'être un personnage culte de la littérature, Sherlock Holmes est devenu une franchise que beaucoup aimeraient un jour approcher afin de donner vie à leurs idées. C'est une louable initiative, seulement il faut de l'idée derrière ses envies. Et malheureusement, ce personnage a déjà été approché et sali à plusieurs reprises. Donc ce qu'il faut espérer pour le monde de Sir Arthur, c'est qu'il soit protégé de ce genre de projet. Un personnage peut subir différents traitements, mais ne doit pas être utilisé à des fins purement commerciales. C'est déjà trop tard pour ce point-là, mais tant qu'à faire, il faut que cela soit intéressant. Donc, peu importe le sujet, les suites déjà prévues, les renouvellements de saison, nouveaux projets, peu importe leur format, le monde de Sherlock Holmes continuera à nous être narré, en continuant de considérer Moriarty comme étant son seul et unique grand rival, alors qu'il n'est qu'une menace parmi tant d'autres. Il est le seul à avoir réussi là où tout le monde a échoué, sauf que l'histoire nous a montré qu'il avait également échoué, vu que Sherlock est revenu d'entre les morts et non lui. C'est une licence qui s'est beaucoup renouvelée durant ces dernières années, mais visiblement pas assez puisqu'il continue encore à être écrit, décrit et joué comme étant le seul grand méchant de l'histoire. The Patriot est une nouvelle approche originale de ce personnage, mais encore trop peu connue de nos jours pour que d'autres puissent s'en inspirer. Donc, j'espère que l'avenir me donnera raison et lui portera chance sur ce point-là. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, et en ce qui nous concerne, on se... retrouve, ça je ne sais pas, vu qu'il y a très peu de chances pour que je revienne pour une nouvelle partie. Mais on ne sait jamais. Donc, on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo, ou pourquoi pas prochain thème. À très bientôt. Peut-être.